J'ai eu une enfance à peu près normale. Je vivais dans le sud, et j'aime à dire que j'ai vécu dans la pinède quand j'étais enfant, assez libre, et puis aussi dans une espèce de simplicité. Mon père étant ingénieur, c'était plutôt carré à la maison. Mon frère est devenu ingénieur, ma sœur est devenue ingénieure, et moi j'ai fait une école de commerce. Voilà, donc moi c'est à peu près le même moule. Moi j'étais le mouton noir, mais à peu près dans le même moule, quoi. Et puis j'ai monté des boîtes, j'ai vécu aux États-Unis, vécu au Danemark. J'étais plutôt entrepreneur que aller travailler dans des grands cabinets ou d'audit ou de compta. Et j'ai travaillé sur la bulle internet pendant, enfin sur la bulle, d'ailleurs qui a explosé au bout d'un moment. J'étais vraiment dans la communication, dans le marketing. On faisait de la vente de publicité sur internet à l'époque, on était un peu dans les premiers. Et on avait monté une régie publicitaire, avec différentes personnes, on a créé pas mal de choses comme ça. Et puis, avec la bulle internet qui a explosé, je suis passé d'un niveau de vie potentiel énorme, parce que tout est potentiel, c'était que des actions, hein, mais avec un niveau de vie à plusieurs millions d'euros, tout d'un coup, avec un peu moins, quoi. Il restait plus grand-chose. Mais c'était une expérience de vie. Et à ce moment-là, on a fait un changement avec ma femme. On est allé s'installer à Saumur pour qu'elle, elle fasse le cadre noir, en fait. Monter à cheval au cadre noir. Et c'est avec cette relation des chevaux et ce changement d'environnement que des choses ont commencé à se développer. Et le point qui a fait la bascule, c'est un jour un guérisseur qui avait guéri l'épaule de ma femme, parce que ma femme s'était fait marcher dessus par un cheval. On lui avait dit il faut opérer pour voir ce qu'il y a dedans. Moi, cartésien, ça m'allait pas trop. Et on avait vu plusieurs spécialistes, entre guillemets, et non, c'est pas possible, on n'ouvre pas pour voir ce qu'il y a dedans, quoi. Et heureusement qu'on l'a pas fait, parce que c'est un petit roubouteux du coin, à 7 km de chez moi, qui m'a dit, Laurent, il allait conjurer, hein, faire ses prières, conjurer, et une semaine après, ma femme avait plus mal à l'épaule. Alors c'était un homme qui avait 70 ans déjà passé, 71, 72 ans, il m'a dit, Laurent, tu sais, t'as le même don que le mien. Alors moi, j'ai pouffé de rire, enfin, j'ai pas pouffé de rire en face de lui, mais à l'intérieur, je me suis dit, non, pas à moi, quoi. Alors, d'abord, ce que j'ai fait, il m'a donné une liste de prières. Donc j'avais 2 feuilles pleines de prières. C'est ce qu'on retrouve sur Internet, hein. Il suffit d'aller prière de rebouteux ou conjuration. Et donc j'en ai retenu une, mais qui était la plus petite. Et 3 mois après, j'ai un cheval en colique. Bon, alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, c'est un entrappement, on appelle ça de manière technique. C'est le boyau qui est tordu, voilà, il faut opérer et détordre. Et juste avant de se faire opérer, il y a un cheval qui devait passer, avant de l'endormir et voilà. Et c'est là où ma femme, elle a dit, Laurent, vas-y, mets tes mains et soigne-le. Alors je la regarde, de quoi tu parles? Elle dit, fais-le, récite ta prière, fais-le. Donc j'ai mis mes mains, j'ai récité ma prière cette fois parce qu'elle était toute petite, donc je l'ai répétée. Et puis il s'est passé un truc bizarre parce que le cheval qui se roulait, qui était pas bien, le moment où le cheval est passé, c'est-à-dire 5 minutes après, le cheval il s'est mis à se frotter contre les barreaux en train de dire je suis le mal. Voilà. Ce qui est assez surprenant, quoi, parce que le cheval, 2-3 minutes avant, il n'aurait pas fait ça, quoi. Et du coup, on était surpris, on se regardait avec le veto, et puis on se dit on va pas l'opérer. Hein. Le jour après, je suis revenu récupérer le cheval, je l'ai longé un petit peu, on a vérifié, il était désentrappé, on l'a ramené à la maison, pas d'opération. Et en fait, j'avais pas encore bien réalisé ce qui s'était passé. C'est petit à petit, en soignant des gens, il y a des gens qui sont venus me voir. La première fois, c'est mes parents qui m'ont dit, tiens, on a un ami qui a un problème à la jambe, est-ce que tu peux le soigner, etc. Donc je l'ai soigné. Et une semaine après, je reçois une bouteille de champagne. Je trouvais ça pas mal, quoi, c'était assez pratique. Et puis surtout, lui, ça faisait 4 mois qu'il avait un ulcère, et l'ulcère était parti, quoi. Voilà, c'est la croûte qui s'est formée, et l'ulcère est parti. Et c'est comme ça, un peu tous les jours, ça arrivait petit à petit. Une fois, c'était une gamine qui arrivait, qui avait un eczéma purulent. C'était vraiment horrible. D'ailleurs, moi, la première action, c'était comme ça. Et puis, on met les mains, on pose l'intention, et puis... Alors, aujourd'hui, je posais l'intention, mais en fait, je faisais mes prières, etc. Dans ma tête, je mettais les mains par-dessus, et puis... Alors, au bout de 10 personnes, je me dis, il y a quelque chose qui se passe, il faut que je me renseigne. Et en fait, les gens, quand ils venaient me voir, j'ai remarqué qu'il y avait des constantes. Par exemple, quand on se tordait la cheville, souvent, c'était le pied qui était le plus court. Parce que quand je prenais les pieds, je voyais qu'il y avait un pied qui était plus court, une jambe plus longue, une jambe plus courte. Et puis, quand les gens avaient mal au genou, c'est toujours la hanche et le genou où on était plus long. Alors je me dis, c'est normal, puisqu'on appuie. Et puis, je regarde les gens qui viennent me voir, et à chaque fois, je vois qu'il y a des... ils sont tordus, en fait. Et en découvrant ça, j'ai vu que la plupart des problèmes qu'on a dans notre corps sont symptomatiques de cette torsion. Et du coup, petit à petit, j'en suis venu à dire aux gens, bon, tu viens pourquoi? Et puis moi, je vais te dire pourquoi t'as mal. Donc je lui dis, regarde, il y a ça, il se passe ça, donc t'as telle maladie, tel problème. Et les gens, ils étaient surpris, quoi, en fait. Et surtout, je leur ai dit, voilà, maintenant, on va le changer. Parce qu'à force de comprendre quels étaient les problèmes, j'ai compris qu'on pouvait, en fait, changer cette réalité. La première fois que ça m'est arrivé, c'est assez marrant, parce que il y a quelqu'un qui est venu me voir,
Je le faisais un peu mécaniquement, c'est un peu plus du rebootage, parce que en fait, je suis passé, on va dire, d'une notion de prière, après, les gens en voulaient un peu plus, alors je me rappelle quand j'étais gamin, moi j'étais allé voir une personne qui m'avait remis mes chevilles. Donc un soir, je me dis, bon, allez, je télécharge comme à l'ordinateur, hein, je télécharge cette information, j'essaye de le faire mienne pour voir si je peux le faire. Et puis le soir après, j'avais 3 chevilles à soigner, et ça a marché. Et à chaque fois, en fait, c'est comme si j'avais la capacité de le faire parce que je le percevais et je le comprenais, quoi. Jusqu'à un moment où, à force de cumuler différentes choses, j'ai compris que les pensées, les émotions, le corps sont intrinsèquement reliés. Et surtout, c'est qu'on peut influencer, soit par le corps, soit par les pensées et les émotions, notre réalité. Mais en fait, on est par nature, depuis des générations, des gens qui sont tordus et inconscients. Ça veut dire que dans nos comportements, dans notre façon d'agir, dans ce qu'on pense, dans ce qu'on ressent, c'est inconscient. On crée de manière inconsciente. Alors je vais montrer qu'on est créateur, je vais l'expliquer. Mais surtout, c'est comprendre que par nature, on est des êtres inconscients qui créons de manière inconsciente et que cet inconscient, on l'a hérité. C'est quelque chose qu'on nous a transmis. Comment on le sait? C'est encore la science cognitive qui nous dit de 0, alors moins 3 mois, 4 mois, 5 mois dans le ventre de la mère, mais souvent dit de 0 à 6 ans, on programme notre inconscient. À partir de 6 ans, on commence à l'opérer. On commence à construire notre personne-réalité. Souvent, c'est Joe Dispenza qui dit la personne-réalité, la façon dont on crée notre réalité. Mais en fait, on a toute une période, à 3 ans par exemple, on se met dans un environnement où il y a 3 à 4 personnes qui parlent des langues différentes. On reste 6 mois dans cet environnement, on parle les 4 langues ou les 3 langues. Pourquoi? Parce qu'on le fait inconsciemment et on va super vite. On fait la même chose à 10 ans. Là, on rame, on comprend rien, on n'arrive pas à apprendre. Pourquoi? Parce qu'on fonctionne consciemment. On n'a plus le même fonctionnement entre 3 ans et 10 ans. Et nous, à partir de 6 ans, on pense qu'on est conscient d'une réalité extérieure. En fait, cette réalité extérieure, c'est notre réalité intérieure qu'on nous a transmise inconsciemment. C'est la perception. C'est notre façon de penser et de ressentir. On est créateur de notre réalité à l'extérieur parce qu'on la perçoit comme ça. Et ça, c'est le fruit principalement de notre inconscient. Donc l'observateur est créateur. Si je dois résumer, on peut appeler ça comme on veut, on peut appeler l'esprit, l'âme. On a des outils qu'on appelle les pensées et les émotions, et puis on a le corps. La plupart des gens pensent qu'ils sont un corps. Si on pense qu'on est un corps, c'est aussi bête de penser qu'on est un meuble. C'est-à-dire, on pense qu'on est un meuble, donc on subit le meuble. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est subir le meuble? Je me fais utiliser, rainurer, poncer, polir, réutiliser, marcher dessus, les gamins qui sautent, on casse un truc, j'ai mal partout, on me reponce, on me repolit, on me réutilise, après on me brûle, enfin c'est l'enfer quoi. Être le corps, franchement, c'est pas agréable, hein. Mais c'est parce que la plupart des gens, ils comprennent pas qu'ils sont pas le meuble. Après, les gens ils disent, ouais, mais ça y est, Freud il m'a dit, je suis mes pensées, mes émotions. Donc ça y est, je suis mes pensées, mes émotions, je le ressens et tout, c'est moi. Mais pas du tout, t'es pas plus tes pensées, tes émotions que le meuble. En fait, ce sont les outils que tu utilises. Donc, alors tout d'un coup, tu sens la perceuse, tu dis, ah, je sens l'émotion, ça y est, je sais ce que c'est une perceuse, voilà, c'est ça. C'est sûr que si on croit être les pensées et les émotions, c'est pas mieux, quoi, parce qu'on hérite d'un marteau et d'un clou, et on galère toute notre vie pour faire un meuble, quoi. C'est pénible, c'est lent. Et puis t'as le copain à côté, lui, il a hérité de tous les outils qu'il faut, et lui, il fait n'importe quoi, il s'en sort toujours. Ah, il a de la chance, lui. Mais c'est normal, puisqu'il a plein de pensées et plein d'émotions, il peut créer comme il veut. Et toi, t'es toujours en train de lutter avec ton marteau et ton clou, en train de faire tes planches. Il avance un peu plus vite, quoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est ni le meuble, ni les outils. Nous, on est les bénistes. On est les bénistes qui utilisent des pensées et des émotions pour créer une réalité. Si on comprend que le meuble, les outils sont en interaction en permanence, mais que nous, on est le créateur de cette réalité, on reprend le pouvoir. Du coup, comment on est créateur de notre réalité? Nous, on pense qu'on est un cerveau conscient, parce qu'on est par la tête et on est dirigé par le QI. Mais absolument pas du tout. Le premier cerveau, c'est le cœur. C'est-à-dire qu'on peut percevoir et réfléchir de notre réalité par le cœur. Le deuxième cerveau, c'est le ventre. C'est l'émotion. On a une membrane ici, qui fait 80 à peu près 18% de notre peau. Ici, on a 2%, ici, on a 98%. À l'intérieur, ce qu'on appelle le microbiote, on a un univers absolument fabuleux qui est dans notre ventre. C'est le jardin intérieur. C'est les émotions qui sont générées là. Une émotion, c'est quoi? C'est magnétique, c'est ce qui rayonne partout dans notre réalité. Par exemple, si on est amoureux, on perçoit le monde totalement différemment, alors que le monde, il n'a pas changé. Et pourtant, on va dans un bus, le chauffeur, il est beau, les gens sont gentils, etc., alors que la semaine avant, c'était pas du tout comme ça. C'est une perception émotionnelle. Et l'émotion, elle rayonne partout, c'est vraiment complètement magnétique. La pensée, c'est ce qui dichotomise, ce qui sépare les choses. La pensée, elle est électrique, on n'a qu'à revoir notre système électrique, hein, on est fait de nerfs électriques, etc.
Et entre la pensée et l'émotion, en fait, il y a le cœur. Et le cœur, c'est ce qui réceptionne les pensées et les émotions et qui crée soit ce qu'on appelle le sentiment, c'est ce qui existe déjà, soit l'intention quand on veut transformer. La plupart du temps, on construit toujours la même chose parce qu'on est toujours dans la perception de ce qui est extérieur. Et en fait, on est en train de reproduire un inconscient. Soit l'inconscient, le nôtre, soit l'inconscient collectif qu'on incarne à travers nous. Mais si jamais tout d'un coup on peut penser et ressentir différemment dans l'instant et dans le cœur, ce qu'on appelle l'amour, hein, le cœur c'est le centre de cette puissance créatrice dans l'instant, c'est toujours à ce moment-là, dans le cœur, où on peut transformer les choses. Et on le sait aujourd'hui parce que ce système électromagnétique, c'est ce qu'on appelle un système Tor. Tous les êtres vivants sont faits comme ça. On a un système électromagnétique qui crée par extension notre réalité, c'est-à-dire qu'on est créateur de cette réalité, c'est pas une réalité qu'on subit. Et le conscient, c'est un outil absolument fabuleux pour transformer notre réalité, sauf si on se bat contre l'inconscient. Si on utilise le conscient pour pouvoir penser et ressentir différemment pour créer une nouvelle réalité, on en est capable. Si on lutte contre l'inconscient, c'est comme si on essaye d'arrêter un TGV avec nos mains, quoi. C'est un peu compliqué, quoi. Souvent, dans les perceptions ou dans la spiritualité, on a appelé les émotions le féminin sacré, donc on assimile le féminin à la femme et au sacré féminin. Donc ça, c'est Gaïa, la terre, nourricière. On essaye de redescendre dans la terre, s'incarner pour essayer de puiser les ressources pour se nourrir, etc. Et souvent, c'est nourri à travers tout un système de perception et de ressenti. Après, il y a le masculin sacré, ça c'est le côté par la pensée, c'est notre société, elle est très dirigée par ce côté masculin, hein. C'est le QI, je dirige, ça c'est le dieu là-haut, barbu, avec ses tables de la loi qui te dit il faut faire comme ça, quoi. Et entre le masculin et le féminin, eh ben, il y a le cœur. Et ça c'est l'amour, c'est la non-condition. C'est-à-dire qu'on peut accepter les pensées et les émotions et réunir le masculin et le féminin sacré, la pensée ou l'émotion, c'est à peu près la même chose pour moi. Le concept est très proche. Et choisir dans l'instant ses pensées et ses émotions pour créer une autre réalité. Et on n'est du coup pas dirigé par l'émotionnel, c'est-à-dire grosso modo, souvent quand on est dirigé par notre émotionnel, on reproduit un système de sentiments. Quand on essaye de contrôler par la pensée, parce que le monde est comme ça, il faut, etc., et ben on se retrouve contre un monde qui nous paraît dur et pénible, etc., parce qu'en fait on lutte contre notre inconscient, parce que la pensée, par essence, est en train d'essayer de se séparer de l'émotionnel. C'est pas tellement agréable, ça fait des dépressions, des burn-out, etc. Par contre, quand on remet dans l'instant les deux dans le cœur, on peut choisir déjà percevoir les choses différemment, ce qui est génial, parce qu'il n'y a pas besoin de changer le monde pour le vivre bien, parce qu'en fait, il suffit de changer la perception. Souvent, moi, j'ai des gens qui viennent me voir, qui me disent « Bon, ben, la réalité est comme ça, donc c'est des gens assez cartésiens. La réalité est comme ça, il faut comme ça. » Donc, ben, je change leur réalité, ils sont un peu perturbés parce qu'ils sont dirigés par la pensée. Mais j'ai la même chose avec les gens qui se disent spiritualité, la spiritualité, qui ressentent, qui ont voyagé à Shambhala, qui sont connectés aux anges, qui machin, des réalités parallèles, hein. Et j'ai le même problème parce qu'en fait, ce sont des gens qui ont fait l'expérience, donc qui pensent vraiment que c'est vrai, et comme c'est l'expérience de leur système émotionnel, ils y croient parce que c'est exactement vrai. Sauf que du coup, ben, ils disent ouais, il faut lutter contre l'ego, le mental c'est pas bien, et en fait, ils sont en train de juger exactement comme le mental juge, mais au niveau émotionnel. Donc, ils sont complètement en fait désincarnés de l'amour sans condition parce qu'en fait, ils échappent à leur incarnation. C'est une fuite comme l'autre. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils sont tous aussi compliqués à accueillir que les autres. Souvent, on dit, ouais, l'ego ou le mental, il faut lutter contre. Mais absolument pas du tout. Ce qu'il faut, c'est le mettre à sa place, c'est tout. L'ego, c'est l'expression de qui je suis en tant que pensée ou émotion, et j'ai ma place. Mais dans le cœur, dans l'instant, évidemment que c'est pas qui je suis, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que l'ego, c'est la somme des choses que j'ai héritées, qu'on va appeler l'éducation, qu'on va appeler mes expériences, et je fais l'expérience de ma réalité à travers cette personnalité qui a un ego. Et il le faut, cet ego, il est nécessaire. Si on prend trop d'ego, évidemment, c'est pas bon. Si on n'en a pas du tout, c'est pas bon non plus. On va tomber dans des cercles là de yabala, et puis j'existe plus, et puis voilà, je suis face au gourou qui a raison, et que de toute façon, il dit toujours la même chose, et évidemment, il a raison parce que j'y crois. Mais en fait, je perds ma personne de réalité. Il faut vivre son ego, il n'y a aucun mal à vivre l'ego, il n'y a ni bien dans le mental, ni mauvais dans le mental. Ce qu'il faut, c'est trouver le juste équilibre entre ses pensées et ses émotions. La plupart des gens pensent que par l'accumulation des connaissances, ils vont devenir meilleurs. Pas vraiment, en fait, parce que n'importe quel expert dans n'importe quel domaine qui sait le truc le mieux du mieux au sommet, vous dira, tu sais, plus moi j'en sais, moins j'en sais. Pourquoi? Parce que la connaissance est infinie.
C'est pas non plus par les émotions qu'on va maîtriser la réalité parce qu'on est des grands émotionnels, parce que les émotions aussi, c'est infini. Donc, c'est pas par les extrêmes qu'on revient au centre. Jamais. C'est en se remettant au centre, en fait. Ça paraît bête de le dire, mais c'est vrai, quoi. Si on va trop par le raisonnement et qu'on est trop cartésien, en général, on déprime. Si on est trop dans l'émotionnel, on fait le yo-yo émotionnel, on survit tout. Ce qu'il faut juste, c'est essayer de trouver à travers notre cœur, dans ce qu'on pense et ce qu'on ressent profondément, comme étant une vérité. À chaque fois, on revient toujours dans l'amour et dans le cœur. Dans l'instant, on se reconnaît créateur de notre réalité et paf, du coup, on peut changer notre réalité. À chaque fois que j'ai vu, moi, dans mon expérience, des gens se transformer, à chaque fois, ils sont retournés au cœur pour pouvoir créer leur réalité. Si tu es créateur dans l'instant, si toi tu es créateur, c'est ce qu'on appelle l'amour sans condition. C'est ça, être créateur, c'est reconnaître que tu es créateur en permanent. C'est reconnaître que tu n'en es pas forcément conscient, mais c'est toi qui crées. Si tu es créateur dans l'instant, c'est ça qu'on appelle l'amour sans condition. C'est pas l'amour émotionnel, hein, ça n'a rien à voir. On a toujours tendance à comprendre l'amour comme dans les films, l'émotionnel, et que l'amour serait une émotion. En fait, l'amour n'est pas une émotion, c'est un choix. Le fait de reconnaître qu'on est créateur, c'est qu'on l'est par nature et qu'on le reconnaisse sans condition. Et c'est ça l'amour, c'est le fait qu'il n'y ait pas de condition. Donc on peut appeler ça le vide, on peut appeler ça le plein, moi ça m'est complètement égal, mais c'est la capacité justement d'être sans condition. Et si jamais on reconnaît qu'on est sans condition, on peut poser les conditions qu'on veut. Donc moi, l'amour, c'est vraiment la notion d'être sans condition, créateur de notre réalité. Mais du coup, d'aimer te relie au fait que tu as une obligation d'aimer la personne. Parce que si tu veux reconnaître l'autre comme toi, aussi créateur, eh ben, tu es obligé de le reconnaître à ton égal. Alors, moi, j'ai tout essayé, ou toutes les techniques, et puis souvent on me dit « Mais je sais, Laurent, ce que tu racontes, je sais !» C'est le conscient qui est en train de dire « Je sais, je suis en train de lutter contre l'extérieur », mais ils n'ont toujours pas accepté qu'ils sont l'inconscient, et que c'est l'inconscient principalement qui crée ça. Aujourd'hui, moi, j'ai des gens qui viennent me voir parce qu'ils ont des pathologies, des problèmes physiques. Ils ont entendu parler qu'eux. J'arrive au moment où ils ont déjà 30 ans de mal de dos, mal de cou, épaules opérées 3 fois, etc. Et ils ont mal, quoi. Il fallait que je trouve quelque chose de rapide qui soit efficace. Quand j'ai compris qu'on était dans l'instant créateur de notre réalité, eh ben, j'ai compris qu'aussi, la réalité que j'avais en face de moi, je pouvais la transformer. Et surtout, voir que l'autre était exactement comme moi, qu'il n'y avait pas de séparation. Donc je pouvais penser et ressentir pour l'autre et transformer sa réalité, parce que c'est lui qui le faisait, en fait. C'est ça qui est génial. Et du coup, en pensant et en ressentant différemment, j'ai compris que je pouvais transformer les corps et les changer. Et la conséquence, eh ben, c'est que les corps qui étaient tordus comme ça, et qui frottaient, qui se faisaient mal, qui avaient des inflammations, qui créaient des douleurs, qui créaient plein de maladies, parce en fait, le plus gros problème qu'on ait, c'est qu'on respire mal. Parce que comme on est tordu, stressé, ce qu'on appelle le stress par nature, c'est la torsion. Quand on dit que le monde est stressant, c'est nous qui sommes stressés. C'est pas le monde. En fait, c'est nous qui créons le stress avec notre perception extérieure. Quand on arrête ça, on déstresse le corps, on commence à respirer mieux, ça génère plein de choses. Déjà, ça génère un corps qui est plus acide, parce que si on veut alcaliniser notre corps, on est un système aquatique. Ce système aquatique, il a besoin d'oxygène. S'il a trop de CO2, il devient acide, parce que c'est la réaction chimique entre le CO2 et l'eau qui crée les ions H+. Et ces ions H+, ce qu'on appelle le potentiel hydrogène, ce qu'on appelle l'acidité, quoi. Donc, qu'on mange ça ou ça, bon, alors ça a une influence sur nos microbiotes, c'est pas génial, mais ce qu'il faut, c'est d'abord respirer, c'est-à-dire se remettre dans l'instant, moi ce que j'appelle se remettre dans l'instant dans l'amour, rééquilibrer ses pensées et ses émotions, et nourrir tout à fait normalement notre pensée ou notre estomac, d'accord? Enfin, nos viscères. Mais bien comprendre que d'abord c'est la respiration, c'est le cœur, c'est l'instant, c'est là, on respire. La meilleure façon de penser et de ressentir, c'est surprenant ce que je vais dire, c'est pas la connaissance. La plupart des gens pensent que par l'accumulation des connaissances, ils vont devenir meilleurs. Pas vraiment en fait, parce que n'importe quel expert dans n'importe quel domaine qui sait le truc le mieux du mieux au sommet, vous dira, plus moi j'en sais, moins j'en sais. Pourquoi? Parce que la connaissance est infinie. C'est pas non plus par les émotions qu'on va maîtriser la réalité parce qu'on est des grands émotionnels, parce que les émotions aussi c'est infini. Donc c'est pas par les extrêmes qu'on revient au centre. Jamais. Jamais. C'est en se remettant au centre, en fait. Ça paraît bête de le dire, mais c'est vrai, quoi. Et que la plupart, c'est d'aller chercher dans les émotions des énergies puissantes, etc., et les ramener, ou alors par la connaissance maîtrisée, mais en fait, pas du tout. C'est juste se remettre au centre. Et la meilleure façon de se remettre au centre que je connaisse, moi, c'est de respirer, parce que, en fait,
Par la respiration, on appuie sur le nerf vague, alors c'est un peu technique, mais on appuie sur le nerf vague, ça libère la dopamine, l'endomorphine et la sérotonine dans notre cerveau, là, les hormones du bien-être. Et il y a des gens qui le font. Wim Hof, Iceman, là, il le fait super bien, il est serein, il est bien. Il y a plein de gens qui le font, ça, cette respiration. Alors, c'est pas la même respiration que je propose, moi, c'est une respiration thoracique, lente et profonde. Celle-là, là, qui fait que je parle trop et trop vite. Mais c'est cette respiration lente et profonde qui fait qu'on se met dans un état de sérénité, et du coup, c'est plus l'extérieur qui nous influence, c'est notre façon intérieure qui influence notre extérieur, donc on change le rapport. C'est-à-dire que le fait de respirer, d'être bien en toute situation, fait que les situations sont bonnes. C'est notre perception qui change. Ce qu'il faut, c'est pas confondre le « je suis » qui est dans l'instant avec le « je fais » qui est dans le temps et dans l'espace, parce que pour faire l'expérience de qui tu es, à travers cette expérience, il faut bien que tu aies une expérience. C'est la différence entre la temporalité et l'instant, et entre la temporalité et l'instant, tu as le point qui est ta réalité en permanence. Donc dans l'instant, tu peux choisir à n'importe quelle temporalité une autre réalité. D'ailleurs, tu peux même retourner dans ta façon de penser, de ressentir dans ton enfance, par exemple sur un souvenir, et changer instantanément ta perception, et tu vivras une autre réalité à l'instant. C'est ça qui est génial. Tu peux aller changer une façon de penser, de ressentir, par exemple un trauma que tu aurais eu, l'accepter, aimer, et boum, instantanément, ta réalité elle vient de changer. Et d'ailleurs, tu n'en fais plus l'expérience à l'instant. Moi, je le vois comme ça, c'est ma façon de le voir, je ne sais pas si c'est une façon assez explicite, mais il y a le passé, le présent et le futur, et l'instant dans ton présent. Et à tout moment, en fait, tu peux, dans l'instant, changer ta réalité, que ce soit dans le passé, le présent et le futur, parce que l'instant, lui, il se moque de ça. Mais pour autant, l'expérience que tu fais à travers ton corps, à travers des rendez-vous que tu as, voilà, tu as un rendez-vous, tu es à l'heure, voilà, tu fais l'expérience du temps et de l'espace. Tu en fais l'expérience parce que c'est l'expérience que tu fais, c'est pas qui tu es. Il faut bien comprendre que pour être le plus soi, c'est l'incarner dans la réalité et pas créer d'autres réalités. C'est pas non plus dire je suis donc je m'en fous de ma réalité, parce que dans ce cas tu profites absolument rien de ton expérience. C'est à la fois être le je suis dans sa réalité incarnée. Ça sert à rien de créer des milliards d'espaces autres, ou alors de dire je suis, et dans ce cas j'ai pas à faire l'expérience de ma réalité. Parce que du coup tu profites absolument pas. Ou alors de dire il faut que j'attende de mourir pour être qui je suis. Ça n'a aucun sens non plus, quoi. Par exemple, dans la spiritualité, ce qu'on dit souvent, c'est on va cheminer, ça va prendre du temps. C'est le principe du chemin. Il y a une montagne là-haut et on prend le chemin et il y a des étapes et ça va être pénible, long et pénible, etc. On est en train de se dire que nous, qui on est, c'est le petit conscient qui est en train de cheminer et qui a essayé d'atteindre la spiritualité là-haut. Mais en fait, on l'est déjà. On est déjà en haut de la montagne. On est juste en train de voir notre conscient en train de venir. mais à aucun moment, on n'a jamais pas été créateur. On est déjà le créateur de notre réalité. C'est parce qu'on ne le reconnaît pas. La différence entre le mouton et le créateur, c'est ce qu'on croit. Tant que tu crois que tu es un mouton, tu es un mouton. Si tu reconnais que tu es le créateur, eh ben, tu transformes ta réalité. Et c'est ça la différence, c'est que si tu veux changer de chemin, c'est facile, parce que tu es déjà créateur. Donc change ta perception, tu changes de chemin. C'est pas le chemin qui est difficile, c'est celui qui croit lutter contre, donc il crée la difficulté. Alors moi, je le fais tous les jours, donc je peux le dire par expérience, parce que je l'ai appris sur mes soins. Les gens venaient me dire « Oui, mais ça va être long et pénible, combien de séances ?» Non, c'est dans l'instant. Ça vient de changer, ça y est. Ouais, j'ai plus mal. Bah ouais, c'est normal. Donc je prouve à tout le monde qui vient me voir que dans l'instant, on peut changer notre réalité et je le fais pour eux. Donc en fait, ils partent en se disant « C'est un peu bizarre son truc ». Et puis surtout, je les remets en pouvoir de pouvoir changer eux. Mon but, c'est pas que je sois leur maître, machin, j'ai aucune envie. Je suis pas en haut de la montagne et leur dire venez à moi, hein, ça ne m'intéresse pas, d'accord? Tout le monde est en haut de la montagne et tout le monde est créateur de sa réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui peut le faire comme moi je peux le faire. On est tous créateurs, il y a juste besoin de le reconnaître, quoi. La réalité, quand on voit dans l'infiniment petit, la réalité aujourd'hui, on sait que c'est un système de Planck. Planck, c'est 10 puissance moins 32, c'est-à-dire que c'est des petits trucs qui bougent en même temps et tout l'univers d'un coup change. Mais ça veut dire qu'à chaque instant, en fait, les choses changent et ils changent ensemble en permanence. Et tout l'univers est toujours en train de changer en permanence. Sauf que nous, on perçoit comme une continuité parce qu'on y croit. Mais en fait, la réalité est en permanent changement. Et quand on pose une nouvelle pensée, une nouvelle émotion, on change cette réalité à l'instant. Alors du coup, les gens, d'ailleurs, quand je les remets droit, ils le sentent pas. Hein. D'ailleurs, ils le pensent pas, ils le ressentent pas. Il faut que je leur prouve physiquement, parce que sinon, ils en font pas l'expérience, parce qu'ils l'ont pas pensé et ressenti. Donc tu es obligé de le montrer physiquement, parce que sinon, ils le voient pas du tout. Et après, ils se disent, ah bah j'ai plus mal. Mais après... On voit un corps qui est tordu, et dans l'instant, le corps est détordu.
des vrillés, des pieds à la tête. Et tous les jours, j'en fais l'expérience, que ce soit à distance ou que ce soit sur place, on transforme les corps. Donc, et puis surtout, il y en a d'autres qui le font. C'est quelque chose qui est lié depuis des générations et des générations, c'est pas quelque chose qui m'appartient. C'est quelque chose qui a toujours été écrit, toujours dit, on peut changer dans l'instant. Alors, quand on est dans le mental, on appelle ça un miracle, mais quand on est dans l'amour, on trouve ça normal. Et en effet, on est capable de penser, de ressentir différemment les choses et de créer une autre réalité. Et ça, c'est ce qu'on appelle la foi. Alors la foi religieuse, mais la foi en soi aussi, c'est exactement le même principe. Si on a foi en quelque chose d'extérieur, et ben on donne à cette réalité la puissance de nous transformer. Si on a foi en soi, on nous donne à nous-mêmes la capacité de nous transformer, de réaliser notre réalité. Dans les deux cas, de toute façon, qu'elle soit extérieure ou intérieure, elle est consciente ou inconsciente, c'est toujours nous qui faisons l'expérience de cette foi. Moi j'aime bien, il y a Gret Braden qui l'a dit, j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Un jour, il allait avec un Indien qui allait prier pour la pluie. Et l'Indien, il allait se mettre dans son cercle de pierre, il a demandé à ses ancêtres de venir avec lui, et puis il a prié pour la pluie. Et puis 7-8 minutes après, il est ressorti, et Greg Boden, il dit bah, « T'es pas en train de danser avec tes copains autour du feu ?» Enfin, on se fait une idée comme ça. Et donc plein d'émotions, de ressentis et tout. Non, l'Indien, il a dit « Mais comment t'as prié? Alors c'est quoi? Comment tu fais pour demander, prier ou poser une intention? On appelle ça comme on veut, peu importe, c'est toujours le même principe. C'est comment on fait pour créer cette réalité? Comment on la change ?» Et l'Indien, il lui dit, bah, en fait, j'ai pensé la pluie, c'est-à-dire perception, c'est le fait de le visualiser, mais aussi je l'ai ressenti, la pluie. C'est-à-dire que bah, j'avais les gouttes qui tombaient, je sentais mon corps qui commençait à se refroidir, et puis les premières gouttes qui tombent, on les sent, là, ça fait quelque chose au corps, donc les poils s'irrissent. Et puis je marchais dans le sable qui commençait à s'humidifier, mes pieds commençaient à coller, etc. Donc en fait, il était en train de vivre la pluie. Ce qu'il faut, c'est pas visualiser, parce qu'une technique visuelle, ce qu'il faut, c'est pas juste ressentir, c'est les deux ensemble. L'intention, c'est quoi? C'est des pensées et des émotions choisies dans l'instant, et le vivre. Et quand on fait ça dans cet instant-là, on transforme notre réalité, et 2 jours après, il y a eu des inondations, là où il était, Greg Braden, il a dit c'était incroyable, en fait. Et l'Indien lui a dit, ouais, j'ai monté peut-être un peu l'eau haute. Je trouvais ça génial. J'ai compris qu'on est un système aquatique, on est dans le ventre de la mer qui est plein d'eau, etc. On est une réalité aquatique, et nous, on est fait d'eau. Si on nous brûle là, ça tient dans une boîte d'allumettes, il ne reste pas grand-chose. Si on a compris qu'on était un système aquatique, ben on fonctionne comme de l'eau. On a découvert récemment que l'eau, elle pouvait enregistrer des informations, qu'elle pouvait transmettre les informations. C'est Benveniste et puis après Montagnier là, qui ont mis ça en évidence. Quand j'ai appris ça, moi j'ai dit ah, c'est génial, je pourrais communiquer avec l'eau. Donc j'ai essayé un jour de prendre un verre d'eau dans les deux mains, de poser l'information de ce que je pensais et ce que je ressentais dans l'eau, et de faire boire l'eau à la personne. Et bien la personne, pouf, instantanément, elle est redevenue droite. C'est quelqu'un qui venait chez moi, j'ai testé sur lui, ça marchait. Il dit « Oh, c'est génial, t'es droit et tout », j'étais tout content. Et en fait, maintenant, quand je fais des soins, ce que j'aime bien, c'est informer l'eau en même temps, de telle manière à ce que les gens, ils ramènent le soin chez eux. C'est-à-dire qu'en buvant l'eau, en fait, ça leur permet de se redresser en permanence. Et surtout, en fait, aujourd'hui, par rapport à la connaissance qu'on a et la science qu'on a, on l'explique plutôt assez bien, c'est-à-dire la clusterisation de l'eau. Il y a une source d'information maintenant qui est assez complète sur l'eau, sur la capacité de l'eau à créer en fait des systèmes électromagnétiques qui créent l'information, et en plus qui est dynamique. Et on voit aujourd'hui qu'on peut informer l'eau. Alors, à l'ancienne, qu'est-ce qu'on faisait? On a toujours utilisé l'eau comme un médiateur. Dans les religions, par exemple, on a toujours utilisé l'eau, par exemple, on est béni par l'eau, etc. Donc l'eau a toujours été un médiateur, sauf que maintenant, on est de plus en plus conscient, et surtout que maintenant, on sait comment, avec l'eau, on peut transformer des réalités. Je trouve ça absolument phénoménal. Donc l'eau, pour moi, est un outil, on est fait d'eau, et l'eau est un outil absolument parfait pour transmettre cette information, quoi. Honnêtement, je les adore, ces gens. Parce que dans ma famille, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours été confronté à ce scepticisme, et je trouve que ce scepticisme est plutôt pas mal, moi, personnellement. Franchement, on est quand même vachement bon pour se monter des trucs qui n'existent absolument pas, on est absolument des créateurs absolument fabuleux, donc parfois il y en a qui montent un peu loin dans l'émotionnel, quoi. Et je pense que ces gens, ils sont intéressants parce que parfois ils nous font réatterrir sur des réalités et voir que, parfois on part un peu loin, quoi. Et j'aime bien la critique parce que je trouve qu'elle est constructive pour moi. Quand quelqu'un m'a dit « Laurent, ouais, c'est bien ton truc, mais j'ai encore mal, tu vois, un mois après, j'ai encore mal », ça c'est « Ok, il a encore mal, donc ça c'est la vérité, il a encore mal ». Après, moi, je suis obligé de voir s'il est encore tordu ou pas, et voir si l'origine de sa douleur est ce qu'il a reconstruit, ou si c'est moi qui ai pensé, ressenti, etc. Donc, je trouve que
le retour de la réalité est toujours intéressante. Et évidemment, il y a des gens qui sont des charlatans, et il y en aura toujours. Et le problème, c'est pas de savoir si il y a un charlatan dont tout est pourri, parce que dans n'importe quel environnement, il y a toujours quelque chose qui peut créer un désordre. C'est de savoir si nous, on est capable de l'accepter et de comprendre qu'on peut nous reproduire à notre échelle, avec notre façon d'aimer, une réalité qui se reproduit. Moi, par exemple, au niveau des soins, il y a des choses que j'arrivais pas à faire, que c'est parce qu'il y a des gens qui m'ont expliqué que, ben voilà, il y a ça, 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 et comme ça que ça fonctionne, que j'ai réalisé que moi, du coup, je pouvais le faire, et j'ai appris d'eux pour pouvoir créer une autre réalité. Donc, je suis toujours à l'affût, justement, des gens qui pensent et qui ressentent différemment que moi. Moi, je trouve ça super intéressant, personnellement, quoi. Je pense que le monde aujourd'hui est absolument passionnant. On est arrivé à des niveaux de connaissances qui font que même les scientifiques eux-mêmes sont débordés. C'est-à-dire que la science est allée tellement vite, on sait tellement de choses, et on a appris tellement de choses qui réfutent absolument la science qu'on enseigne à nos enfants actuellement à l'école, que, par exemple, quand je parle des cerveaux, qu'on a un cerveau dans le ventre, qu'on a un cerveau dans le cœur, qu'on a un cerveau dans la tête, la plupart des gens sont absolument pas conscients, alors que c'est depuis les années 80-90 qu'on sait qu'il y a plein de cerveaux. C'est comme si la science était allée trop vite pour nos consciences. C'est allé tellement vite, il y a tellement de capacité à transformer le monde par rapport à la connaissance qu'on en a, que le monde, il peut changer très rapidement, et ça va dépendre vraiment de la conscience de cette humanité de changer les choses. Je pense que l'humanité, elle crée ce qu'elle crée parce que elle pense et elle ressent comme ça, et on est créateur de notre réalité. Et quand il y a des courants, ce qu'on appelle souvent des égrégores, quand on crée des systèmes de pensée, en fait, on les vit. Le seul truc, c'est que tant qu'on va croire qu'il y a une réalité, qu'il faut lutter contre, etc., on va toujours se mettre dans le fait d'être victime et de subir. Quand on va commencer à comprendre en tant qu'humain qu'on a la capacité de créer et transformer notre réalité, je pense que ça va être un switch très important, et arrêter de dire que, voilà, il faut passer à des niveaux supérieurs de machin et tout. On est déjà là à l'instant créateur, et le reconnaître. Et de ne pas croire qu'il faut encore faire un chemin spirituel, etc. Non, là, à l'instant, on est capable de le faire. Et que quand on va comprendre ça en tant qu'humanité, on va avoir une puissance absolument phénoménale, amoureuse de transformation de notre réalité. Et je pense que ce sera la plus belle révolution humaine qu'on puisse vivre dans notre réalité en tant que civilisation humaine, quoi.